C'est une course contre la montre au cœur de Notre-Dame. Ce 15 avril 2019, alors qu'une alarme incendie s'est déclenchée depuis 30 minutes, 2 employés de la cathédrale gravissent les marches jusqu'au toit, alors en travaux, pour localiser le départ du feu. Ils regardent partout, avant de tomber sur cette scène et de la photographier. Un cliché inédit que nous dévoilons pour la première fois. Des flammes hautes de plusieurs mètres ravagent déjà la charpente. Il est trop tard, impossible pour ces agents de stopper le feu. Vu l'ampleur des flammes, vu la surface qui est occupée par ces flammes, ça me paraît difficile d'approcher parce que pour combattre un début d'incendie avec un extincteur, il faut quand même être relativement près, sachant qu'un extincteur, c'est quelques litres de mousse et ça ne fera pas grand-chose. On a l'habitude de dire 1 seconde, un verre d'eau, 1 minute, un seau d'eau, et 10 minutes, c'est les pompiers. Bon, mais c'est à peu près le cas, quoi. Ici, 40 minutes ont été perdues avant l'arrivée des pompiers qui, une fois sur place, n'ont rien pu faire pour sauver le toit de Notre-Dame de Paris. Alors que la cathédrale était censée être protégée, comment expliquer un tel retard ? Ce qui est certain, c'est que non seulement toutes les précautions nécessaires pour l'éviter n'ont pas été prises, mais c'est qu'une fois qu'il a démarré, plein de mesures qui auraient dû être prises avant ont amplifié ce drame. Des anciens agents de sécurité de la cathédrale témoignent pour la première fois. J'ai vu qu'il y avait un agent, c'est un nouveau. J'ai dit, vous avez été formé, et il m'a fait une formation de demi-journée, et c'est tout. Cet incendie est-il la conséquence d'une série de négligences ? Les mégots de cigarettes, bien évidemment, moi j'en ai vu. Qui a mis le feu à Notre-Dame de Paris ? Enquête sur les causes d'une tragédie qui a bouleversé le monde entier. Le matin du 15 avril 2019, un agent de sécurité que nous appellerons Monsieur D se dirige vers Notre-Dame. C'est son premier jour sur le site. Il va travailler ici, dans le presbytère, là où a été aménagé le PC sécurité, juste à côté du bâtiment principal. Dans ce local, photographié par un employé du site, il va assurer seul la surveillance incendie. Sur la main courante de la journée que nous avons récupérée, on voit distinctement l'heure d'arrivée de ce chef d'équipe à 6h15. Nous avons pu discuter avec un employé de la cathédrale qui l'a croisé ce matin-là. Comme le sujet est sensible, il n'a pas souhaité être filmé. Nous avons donc reconstitué cet entretien. Alors le matin là, je passe mon nez par la porte, et j'ai vu qu'il y avait un agent, c'est un nouveau. Je les connaissais tous, c'est un nouveau. Je lui ai dit, mais on se connaît pas, nous. Et il m'a dit, non, je suis un nouveau. Voilà. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Il m'a dit, c'est ma première journée. J'ai dit, vous avez été formé? Et il m'a dit, j'ai fait une formation de deux demi-journées, donc ça veut dire 2 heures un jour, 2 heures un autre jour. Et voilà, et c'est tout. 2 demi-journées de formation pour maîtriser tout le système de sécurité de Notre-Dame, l'un des sites les plus visités au monde avec 14 millions de touristes chaque année. Une formation bien trop courte aux yeux de certains agents de sécurité d'Elitis, la société privée en charge de la protection incendie. Ce témoin préfère garder l'anonymat par peur des représailles. Un agent qui ne bouge pas sur le site ne peut pas connaître le site. Notre-Dame, c'est tellement complexe. On ne peut pas former là-bas un agent en 3 jours. C'est impossible. Elitis répond pourtant que Monsieur D, l'agent en charge le jour du drame, avait suivi une formation réglementaire. Ce 15 avril, la journée se déroule sans accroc, comme le confirme la main courante. À 15h, un autre surveillant, un agent relais salarié du clergé, part faire sa ronde, comme chaque jour. Il y a un chemin très précis
Il doit passer dans tous les endroits de la cathédrale, dans la crypte, dans la sacristie, dans la charpente. Le surveillant salarié du clergé rentre dans la charpente et ne note rien d'anormal. Pas de branchement sauvage ou autre. Voilà. À 18h15, la messe commence. Ils obtiennent ce qu'ils demandent avec confiance par Jésus le Christ de notre Seigneur. C'est la semaine avant Pâques. Environ 800 fidèles assistent à l'office. Au même moment, au PC, Monsieur D entame sa 13e heure d'affilée, car le collègue d'Elitis qui devait le relever n'est pas venu. Monsieur D est donc nouveau et doit en plus assumer une double vacation. Sa mission requiert pourtant une grande vigilance, surveiller cette centrale du système de sécurité, une sorte d'armoire électrique où sont reliés les 160 détecteurs incendie répartis dans la cathédrale. Le bâtiment est divisé en 4 zones: les combles, les beffrois, la crypte et le presbytère. Il est 18h18 lorsqu'un voyant orange se met à clignoter. Un départ de feu a été détecté dans la zone des combles. Le problème, c'est que cette zone désigne 2 endroits très éloignés l'un de l'autre. Les combles de la sacristie à l'extérieur de la cathédrale, les combles de la nef en plein cœur de Notre-Dame. Monsieur D en avait-il connaissance ? En tout cas, à 18h20, il contacte par talkie-walkie l'agent relais, l'employé du clergé, qui a pour mission de l'épauler. Il lui demande d'aller vérifier s'il y a bien un feu dans cette zone, mais il l'envoie uniquement dans les combles de la sacristie. L'agent relais monte les escaliers du bâtiment, se rend sous les toits, il ne trouve rien, comme nous le confie l'un de ses collègues. Vu qu'il n'a pas eu l'adresse exacte, donc il a commencé d'abord par les combles de la sacristie. Bon, il a cherché, parce que c'est une grande zone, ça lui a pris du temps. Il ouvre la porte des combles de la sacristie, mais c'est une charpente métallique. Donc il n'y a pas, et il ne voit rien, il n'y a pas de feu à cet endroit bien précis. Il prend son talkie-walkie, et il appelle l'agent de sécurité, il lui dit « Es-tu sûr, il ne se passe rien à cet endroit-là » L'agent du PC sécurité lui dit « Oui, oui ». Comment il a pu se tromper ? Le stress ou je sais pas. 3 autres employés nous confirment cette version de Monsieur D en panique qui n'a pas su indiquer la bonne zone. Pourtant, il aurait pu utiliser une autre information, un code qui s'est affiché sur cet écran. Il s'agit du numéro attribué au détecteur qui a déclenché l'alarme. Un agent nous montre le plan sur lequel Monsieur D aurait dû s'appuyer pour retrouver le détecteur grâce au numéro qu'il identifie. ZA 110 15, c'est aspirant charpente. Charpente, ça veut dire comble de la neuf. On l'appelle aussi la forêt. Pendant ce temps, la messe se poursuit dans la cathédrale. Personne parmi les fidèles ne peut imaginer que la charpente est déjà en train de brûler 33 mètres au-dessus de leur tête. Comme Monsieur D n'a pas réussi à localiser le détecteur à l'origine de l'alerte, au bout de 5 minutes, le système de sécurité déclenche maintenant automatiquement une alarme sonore dans toute la cathédrale. Il est alors 18h23. Au moment de la lecture de l'Évangile, voilà qu'une sorte de sirène a retenti et puis une voix d'hôtesse de l'air, vous voyez, comme qui disait qu'il fallait évacuer l'établissement. Donc c'était un truc préenregistré. En raison de l'incident, veuillez évacuer les issues de secours les plus proches. Alors,
La première idée que j'ai eue, c'est qu'il y avait sans doute une erreur, parce que ce qu'on craignait plutôt, c'est plus un attentat, une bombe, on n'avait rien entendu. Donc moi, je suis resté en attendant que ça s'arrête éventuellement. On reste tous interdits, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Et pour être tout à fait honnête, dans mon esprit, c'est juste un dysfonctionnement d'un signal d'alarme. Mais en aucun cas, je n'imagine les suites dramatiques que l'on pourra voir au cours de la soirée. Au PC Sécurité, Monsieur D semble toujours dépassé par les événements, comme nous l'a confié hors caméra un autre employé de la cathédrale. J'ai dit à l'agent du PC Sécurité, appelle Emmanuel, ton chef, pour qu'il t'aide à savoir où est-ce que c'est, si tu n'arrives pas à comprendre le message. Il répétait comme un perroquet la même chose, comble sacristie, comble sacristie. À 18h28, Monsieur D laisse un message à son supérieur pour qu'il lui vienne en aide. Il faudra attendre 18h43, soit 15 minutes de plus, pour que son chef rappelle et donne la bonne localisation. Il l'appelle en disant « il y a erreur, il y a le feu dans la charpente ». Donc l'agent relais salarié du diocèse court par l'escalier qui monte à la charpente. Il est accompagné d'un régisseur de la cathédrale. Ils arrivent dans la charpente et ils voient ce départ de feu. Il me dit qu'il est choqué à ce moment-là. Et après, il s'en va, hein. Il part en courant. Ils comprennent qu'ils ne pourront absolument rien faire. Les flammes se sont vraiment dispersées un peu partout. Il est maintenant 18h48. C'était déjà chaud, il est redescendu vite et il a prévenu le PC qu'il appelle les pompiers. À 18h49, les pompiers sont alertés. 30 minutes, c'est un temps qu'on ne peut pas rattraper avec toute la propagation qui s'est faite pendant ce temps-là. C'est 30 minutes de perdu. Les premières lances à eau des pompiers n'entreront en action qu'à 19h10. 52 minutes se sont donc écoulées entre la toute première alerte et le début de la contre-attaque des pompiers. Très vite, les soldats du feu comprennent que trop de temps a été perdu. La charpente, le toit sont condamnés. Mais ils vont quand même s'acharner, livrer un combat héroïque pour tenter de sauver Notre-Dame de Paris. 8 heures durant, ils luttent contre les flammes. Mais le feu finit par dévorer le toit et n'en laisse qu'une plaie béante. L'émotion est mondiale. Le lendemain, Paris se réveille avec une cathédrale encore debout, mais des questions innombrables. Qui a mis le feu à Notre-Dame? Comment cet incendie a-t-il pu se propager aussi vite? La société de sécurité privée en charge de la surveillance est-elle coupable de négligence? Une enquête est immédiatement ouverte. Les policiers veulent d'abord savoir comment était protégée Notre-Dame de Paris. Un site unique en son genre, notamment son trésor le plus vulnérable, caché sous la flèche, sa charpente surnommée la forêt, 100 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur. Un chef-d'œuvre du Moyen-Âge qui a nécessité plus d'1 millier de chênes. Un enchevêtrement de bois qui avait un ennemi connu, le feu. Mais étonnamment, ce n'est qu'en 2014 que la cathédrale va être dotée d'un plan incendie. C'est Serge Delay qui l'a conçu. Un casse-tête, car avec sa charpente si précieuse, Notre-Dame n'est pas un bâtiment comme un autre. La charpente de Notre-Dame était un lieu historique, on ne voulait pas y toucher parce que c'était une marque du passé. C'était un ouvrage extrêmement précieux et rare, pour lequel les solutions de lutte incendie classiques du genre douche étaient impossibles à utiliser si on faisait des cloisons de recoupement. Il fallait supprimer une partie de la charpente.
l'altérer profondément. On a plutôt privilégié la détection, la surveillance humaine et l'intervention humaine rapide et précoce pour étouffer un début d'incendie, plutôt que noyer un lieu par d'extinction automatique qui pourrait provoquer plus de dégâts qu'un début d'incendie lui-même. Aucun système automatique d'extinction ne sera donc installé. À la place, un simple extincteur est positionné tous les 10 mètres. Quant à la détection, aucune caméra de surveillance n'est préconisée. Une solution pourtant indolore pour la charpente, mais pas pour le budget de fonctionnement de la cathédrale. Le choix est fait de miser sur des détecteurs de fumée moins chers et sur l'humain, avec des agents déployés par une société de sécurité privée. Il avait été préconisé 2 agents à plein temps sur place. 2 agents qui seront bien maintenus jusqu'en 2015. Mais l'année suivante, sans raison apparente, sans explication, la DRAC, la Direction des Affaires culturelles qui gère la sécurité du site, diminue les effectifs. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas prudent de la part de la DRAC d'avoir décidé de diminuer le nombre d'agents au PC de sécurité. Je me garderai bien parce qu'il a dû y avoir quelque chose qui a fondé cette décision que je ne connais pas. Nous, on avait préconisé 2 agents pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire quand un agent va faire une ronde, il y a toujours quelqu'un qui surveille, ils peuvent s'interchanger, il y a des moments dans la journée, prise de repas, aller aux toilettes, etc., où il y a un manque de surveillance, donc c'est mieux d'être 2. Alors pourquoi cette diminution d'effectifs ? Nous avons posé la question à la directrice adjointe de la DRAC qui, ce jour-là, est aux côtés du ministre de la Culture lors d'une conférence de presse. Ça a diminué, c'est-à-dire qu'il y avait 2 agents et maintenant il n'y en a qu'un. Nous, on avait un marché avec une entreprise et l'entreprise a vocation à mettre en place ce qui correspond aux besoins et à nos attentes. Oui, mais vous avez diminué en fait le nombre d'agents de sécurité. C'est pas nous, l'appel d'offres de la DRAC, c'est la DRAC. Non, le point, c'est vraiment l'entreprise. Un peu gênée, elle finit par avancer une réponse. Pour remplacer le second agent de la société de sécurité privée, ils ont fait appel à des salariés du clergé qui, jusque-là, accueillaient simplement le public dans la cathédrale. Nous avons interviewé un ancien agent de sécurité de Notre-Dame de Paris. Selon lui, depuis que ces salariés du clergé remplaçaient les employés de la société privée, la surveillance était moins poussée. Les agents de la clergé, c'était que des simples surveillants. Ils ne faisaient pas que des rondes, ils faisaient que, si vous voulez, la médiation dans la cathédrale. Ils n'ont jamais fait de rondes dans des trucs privés. Mais ce ne serait pas le seul problème. Le système de sécurité incendie, lui aussi, présentait des défaillances. Plusieurs agents de la société privée Elitis ont écrit des rapports, alertés à de nombreuses reprises leurs supérieurs. Le système donnait des alarmes, des fausses alarmes. Il disait qu'il y avait un déclenchement d'incendie, sauf que ce n'était pas le cas. Nous, on fait ce qu'on appelle la levée de doute. On se déplace sur place, il n'y a rien, et ça se passait plusieurs fois par jour, et dans des endroits assez éloignés. Voici les mains courantes écrites entre 2014 et 2018. Sur les 758 notes, plusieurs centaines présentent des anomalies. Parmi elles, des alarmes intempestives en 2015 ou encore en 2017. Et plus inquiétant encore, tout au long de ces années, des détecteurs sont régulièrement hors service. Malgré les rapports que les agents envoient à la hiérarchie d'Elitis, la société privée qui les emploie, la situation ne semble pas s'arranger. Le service incendie, on avait l'impression de prêcher dans le désert en fait. On parlait, on remontait des informations, c'est ce qui a poussé certains à quitter. Combien de chefs d'équipe ont critiqué le système, ont fait des rapports? Beaucoup, quasiment tous. Ils étaient combien? 4, 5 minimum. D'ailleurs, les très bons éléments ont fini par quitter parce qu'ils voyaient qu'ils prenaient des risques, que leur responsabilité allait peut-être être engagée en cas d'incident. La société Elitis se défend d'avoir étouffé les remontées de son personnel. La hiérarchie de la société Elitis a bien relayé les rapports d'incidents établis par ses chefs d'équipe auprès de la DRAC Île-de-France.
Elle estime en outre n'être pas responsable du bon fonctionnement des équipements de détection. Mais les enquêteurs veulent surtout en savoir plus sur l'origine du sinistre. Leurs premières constatations permettent d'écarter la piste criminelle. Aucun indice n'aurait accrédité l'hypothèse d'une intrusion extérieure. Les policiers se concentrent alors sur un départ de feu accidentel. Car depuis 1 an, des travaux de rénovation avaient justement lieu sous le toit de Notre-Dame. Un chantier dont la cathédrale avait grand besoin, notamment pour cette flèche abîmée par le temps. Un chantier dont architectes et recteurs étaient très fiers, 1 semaine seulement avant l'incendie. Pour notre chantier, c'est une étape importante et pour moi personnellement, c'est un des plus magnifiques jours de ma vie parce qu'effectivement, on œuvre enfin sur la cathédrale personnellement que j'adore. Pour déterminer l'origine du feu, les enquêteurs convoquent les 12 ouvriers du chantier ainsi que leur patron. Lors de leurs auditions, ils affirment qu'il n'y avait pas de travaux de soudure ou d'utilisation de chalumeau le jour de l'incendie ou les jours précédents. Les policiers entendent aussi les rares personnes extérieures qui avaient accès à la charpente, comme Olivier Chandès, l'horloger de Notre-Dame. Chaque jeudi, il venait remonter le mécanisme situé au cœur des combles. Ce passionné de Notre-Dame va montrer aux enquêteurs un document inédit, une photo prise 11 jours seulement avant l'incendie. Un cliché du chantier dans la charpente. Nous la comparons avec la photo prise au moment de l'incendie. C'est exactement le même angle que celle que je vous ai montrée. Derrière, c'est la chambre de l'horloge. Ces 2 clichés ont été pris au même endroit, avant et au début de l'incendie. Ils confirment que le feu a démarré près de l'horloge, au cœur du chantier. Là, on voit les petits tas de barres de fer de l'échafaudage. Donc ça veut dire que le début de l'incendie était juste à côté de l'horloge ? Donc ça a dû démarrer pas très loin, oui, effectivement. Non loin de cet endroit, les enquêteurs ont retrouvé des mégots. Alors, les ouvriers fumaient-ils sur le chantier ? Les mégots, je dois dire que j'en ai toujours vu là-haut. Même parfois, des endroits où c'est là, justement là, au sol, là où j'en ai déjà vu parfois. Mais là, durant le chantier, il y en avait plus qu'à l'accoutumée. Mais il était essentiellement sur les balcons en pierre à l'extérieur. Pour le patron de la société en charge du chantier, ces mégots ne proviennent pas de ces ouvriers car selon lui, ils ne pouvaient pas fumer en raison de leur équipement. Il faut s'imaginer qu'on est dans des conditions de travail en présence de poussière-plomb dès l'instant qu'on est dans la charpente. Les ouvriers sont équipés de la tête aux pieds, donc surchaussures, combinaisons, gants scotchés, masque avec assistance respiratoire avec de l'air pulsé. Il est techniquement impossible de fumer dans ces conditions-là. Parce qu'apparemment il y avait des mégots mais qui étaient à l'extérieur mais qui étaient quand même près de la charpente. Alors ça c'est complètement impossible, ça fait partie des rumeurs malheureusement qu'on subit. Mais là-dessus je suis formel et les ouvriers redescendaient pour fumer. Pour Serge Delay qui connaît bien les lieux et qui a été nommé expert dans cette affaire, le mégot n'est de toute manière pas une vraie piste. On a avancé la théorie du mégot, qui est très improbable parce que maintenant les cigarettes elles s'éteignent très rapidement et pour allumer un élément de charpente avec une cigarette, c'est assez difficile. On peut en faire l'expérience, c'est pas facile. Et puis il y a la dernière hypothèse qui peut être en source de départ de feu, on peut avoir l'électricité. Un arc électrique sur une installation. Un court-circuit est en effet l'autre hypothèse envisagée par les enquêteurs. Dans la charpente, des cloches ainsi que des détecteurs incendie étaient alimentés par l'électricité. Mais aucun problème majeur n'avait été signalé jusque-là. Alors la police s'intéresse à l'installation électrique liée au chantier et notamment à ce boîtier que l'on peut voir ici sur la photo de l'horloger. Mais là encore, difficile de démontrer une quelconque anomalie. Alors, il y a une alimentation électrique qui a été demandée par l'inspection du travail dans le cadre des travaux dans les combles pour ajouter de l'éclairage
On n'était pas dans les règles de luminosité. Donc l'inspection au cours de travail nous a dit non, il faut rajouter de l'éclairage. C'est l'installation que l'on voit là qui a fait l'objet d'un contrôle par organisme agréé. 3 néons avec boîtier, avec cache, matériel entièrement neuf. Mais les ouvriers du chantier ont-ils toujours bien respecté les règles de sécurité ? Un ancien agent de surveillance tient à nous montrer cette photo prise selon lui un dimanche, le 10 juin 2018. Le chantier est déjà en place et apparemment, des ouvriers auraient oublié d'éteindre l'alimentation avant le week-end. Combien de fois je leur disais, ça c'est pas fait, vous avez laissé l'électricité en marche, l'ascenseur était toujours sous tension, l'ascenseur, les clés étaient restées dessus, plein de choses comme ça. Là-dessus, voilà ce que répond Julien Lebras. Alors il y avait des visites qui étaient effectuées, même des fois le week-end, même un dimanche, il y avait des demandes qui étaient faites. Il y avait des inspections également qui étaient réalisées par le service de sécurité. Donc eux avaient la possibilité d'accéder aux ascenseurs. Autrement dit, si des installations électriques sont restées allumées, ce n'était pas forcément un oubli de ces ouvriers. L'enquête pour dégradation involontaire est d'une extrême complexité et elle n'a pas livré ses conclusions. Elle pourrait encore durer plusieurs mois. Pour l'heure, personne n'a été mis en cause. Monsieur D ne travaille plus pour Elitis depuis cet été. Quant à la société en charge du chantier, elle a été désignée pour s'occuper de la reconstruction de Notre-Dame de Paris.